On va enchaîner avec le professeur Anne-Marie Roussel. Là, on était à Strasbourg, ben là, on va aller à Grenoble. Il fait toujours aussi froid, hein. Mais bon, c'est l'hiver, tout le monde est dans les mêmes conditions. Donc Anne-Marie Roussel, qui est professeure en biochimie, qui a fondé le DU de physionutrition à Grenoble avec Jacques. Hein. C'est mon inspiratrice. Voilà. Donc on est en communication avec elle, je pense. Voilà. Hello. Super. C'est bon, voilà. Alors. T'as vu, on n'est pas trop en retard. Hein. On est un peu en retard, mais ça va. Oui, non, mais ça va. Là, et donc maintenant, je vais sur... J'ai partagé l'écran, je vais mettre mon... Alors. Voilà. Voilà, vous devez voir mon PowerPoint là maintenant. Tout à fait. Tu n'as plus qu'à le mettre en... Oui, oui, je le mets en diaporama. Voilà, nous y sommes. Parfait. Super. Allez, c'est à toi. Bon, eh bien, bonjour à tous. D'abord, merci Jean-Loup de m'avoir invité à participer à ce meeting. Et je voudrais surtout te féliciter pour ton énergie, ton enthousiasme, parce qu'il en a fallu pour en arriver là. Donc, tu m'as confié une thématique qui n'est pas des plus simples, je dois dire, à savoir l'impact et le bénéfice ou pas des compléments antioxydants dans le cancer. Donc, le contexte, je le dis, n'est pas simple. Pourquoi? Parce que, au départ, le stress oxydant est omniprésent à toutes les étapes depuis l'initiation jusqu'à la progression et le développement du cancer. Il faut donc le combattre, c'est l'ennemi numéro 1, mais à l'inverse, ce même stress oxydant favorise la mort des cellules cancéreuses dans certains traitements qu'on utilise avec des propriétés pro-oxydantes. À partir de là, il est clair que la question se pose. Autant pour l'alimentation, il n'y a absolument aucune contestation. Une alimentation riche en antioxydants est protectrice. Mais que penser des compléments antioxydants qu'on prend à titre préventif ou quand le cancer est là? Alors, sur cette diapositive, les acteurs non pas du drame, il n'y a pas de drame en biochimie, mais les acteurs de la vie cellulaire, avec au milieu de la diapositive les cibles des espèces antioxydantes, qui sont nos protéines, nos lipides, nos glucides, surtout nos acides nucléiques. Et puis, sur la droite, en haut de la diapositive, vous voyez les sources d'espèces agressives oxydantes liées à notre environnement. Alors, bien sûr, il y a l'exposition au soleil, tout le monde est au courant, mais aussi le mode de vie, l'alimentation, les polymédications, la pollution par les pesticides, la nutrition, avec son corollaire qui, malheureusement, dans nos pays, est souvent l'obésité. Et puis, sur la gauche de la diapositive, les sources d'espèces oxydantes qui sont liées à notre mode de fonctionnement cellulaire. Et au premier rang, on va trouver la mitochondrie. Ceci, ce sont les espèces agressives. Et puis, en bas, dans les cadres rouges, les défenses antioxydantes, puisque nous sommes des êtres qui vivons avec une éternelle balance entre l'oxydation et la protection contre l'oxydation. Et dans ces défenses, il y a les défenses endogènes, sur lesquelles nous ne pouvons pas grand-chose sinon les entretenir avec nos enzymes, avec un certain nombre de protéines, et puis les antioxydants que nous apporte l'alimentation. Et c'est dans ce contexte-là, dans la bulle de droite en bas, que se situent les compléments alimentaires et l'alimentation. Alors, avant d'aller plus loin et en une diapositive, je voudrais quand même remettre un peu les pendules à l'heure en ce qui concerne la définition d'un antioxydant. C'est quoi un antioxydant? Il y a 20 ans de ça, c'était les bons antioxydants et les méchants oxydants, avec le petit schéma qui est là, c'était les gloutons, c'était des antioxydants gloutons qui mangeaient nos ennemis. C'est obsolète, cette vue-là est obsolète et il est important de le savoir parce que ça conditionne un certain nombre de préjugés sur les antioxydants. C'est complètement obsolète. Ce que nous savons maintenant,
c'est que les antioxydants, et ce que j'appellerais moi les compléments alimentaires de deuxième génération dans la suite, sont capables de moduler la vie cellulaire en stimulant tout ce qui va nous protéger, à savoir la transcription des gènes qui codent pour nos défenses antioxydantes. Donc, oublions un peu cette histoire de balance pro- et antioxydants pour aller vers quelque chose de plus complet qui est la signalisation cellulaire. Alors, question numéro 1, y a-t-il un risque à prendre des compléments antioxydants en prévention du cancer? D'abord, l'alimentation, je vous l'ai dit, aucun problème, un consensus international sur les bénéfices liés à une alimentation riche en antioxydants. On parle beaucoup, parce que nous sommes en bordure de Méditerranée, du régime méditerranéen, mais moi je préfère le Mediterranean Diet parce que c'est un mixte entre les cultures alimentaires que nous apporte l'Asie et la Méditerranée, et là on a une combinaison anti-inflammatoire et antioxydant. Mais il ne faut pas faire d'angélisme. Plus de 50% de la population ne suivent pas les recommandations en termes de fruits, de légumes et d'alimentation saine. Et dans ce cas, les compléments alimentaires représentent-ils une alternative? Alors là, à la fin du XXe siècle et au début des années 2000, on a tiré à boulet rouge sur les antioxydants. Il y a eu toute une série de publications alarmistes du style la vitamine A, les bêta-carotènes augmentent le cancer du côlon, la vitamine C, la mortalité, les bêta-carotènes induisent le cancer du poumon, ce qui est vrai, ce qu'on oublie de dire, c'est vrai chez les fumeurs et seulement chez les fumeurs. Et puis une méta-analyse qui était un peu la cerise sur le gâteau, la vitamine E tue. Et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer d'où sortait cette conclusion. Sur la courbe que vous avez là, en bas, en abscisse, vous avez les quantités de vitamine E données aux patients et en ordonnée, la mortalité. Et vous voyez qu'effectivement, sur la droite, il y a beaucoup d'études où la mortalité, quand on prend de la vitamine E, est augmentée. Seulement, regardez, on donne entre 500 et 2000 unités par jour, ce qui est plus de 100 fois la dose de ce qui est utile pour être un antioxydant avec la vitamine E. Et au contraire, si vous vous mettez dans des zones nutritionnelles ou supranutritionnelles, vous retrouvez nos bonnes vieilles études qui ont montré un bénéfice avec en particulier la Suvimax chez nous. Donc, sachons de quoi nous parlons. Que nous disent les études pionnières des années 90? Je ne vais pas m'y attarder parce qu'elles sont pour la plupart obsolètes. Vous les connaissez, ce sont des grandes études sur beaucoup de populations, avec 2 études en vert qui ont montré un bénéfice sur la mortalité et sur l'incidence du cancer, la Lynxian et la Suvimax. 2 études qui, elles, au contraire, ont montré une mortalité augmentée et une augmentation des cancers, et 2 études qui n'ont pas eu de résultats significatifs. Et si on regarde pourquoi il y a cette augmentation de la mortalité, regardez ce qu'on a donné. On a donné des bêta-carotènes et des vitamines à des doses qui étaient extrêmement importantes. Les bêta-carotènes, 30 à 20 mg, c'est 5 fois l'apport recommandé chez des fumeurs et dans des populations exposées à l'amiante. Donc, je dirais qu'au départ, les dés étaient pipés. C'était la première génération de compléments, vitamines, oligo-éléments, donc les piégeurs dont je vous parlais, et on a donné également des doses synthétiques, vitamine E synthétique, en se privant de tous les isomères qu'on trouve dans la vitamine E naturelle. On a donné que l'alpha-tocophérol, et puis absence totale de polyphénol, de dérivés soufrés, de mélatonine, de tous ceux dont on parle actuellement. Donc, ne pas négliger quand même les enseignements de ces premières études. Il faut maîtriser les supplémentations antioxydantes, et l'exemple de Suvimax est flagrant. Formidable réussite chez les hommes, diminution de 31% du risque de cancer, même pour certains beaucoup plus, rien chez les femmes. Et au contraire, chez les femmes, un peu la douche froide pour nous quand nous avons dépouillé les résultats, augmentation des mélanomes chez les femmes qui n'étaient pas déficitaires en antioxydants. Première constatation qui semble évidente, mais il vaut mieux le dire, la supplémentation antioxydante en prévention n'est protectrice que quand on en a besoin.
elle n'est absolument pas protectrice lorsqu'on est déjà avec un statut antioxydant optimal. L'exemple du sélénium confirme complètement ces constatations. La carence en sélénium aggrave le risque de cancer de la prostate, on le sait, il peut être multiplié par 4 ou 5. La NPC Study a eu aussi beaucoup d'écho à l'époque, c'est une étude américaine, 60% de diminution de l'incidence du cancer, c'était un résultat formidable. Les sujets étaient déficitaires en sélénium. Et puis la petite sœur de cette étude, la Select Study, qui reprend le protocole, montre au contraire que la supplémentation peut multiplier par 2 le risque de cancer chez ceux qui n'ont pas besoin de sélénium et qui ont déjà un statut optimal à l'entrée dans l'étude. Qui plus est, ils peuvent récolter un syndrome cardio-métabolique s'ils se supplémentent du 1er janvier au 31 décembre au long cours. Donc, première mesure de sagesse, pas de dose non nutritionnelle, en prévention j'entends, pas trop longtemps, choisir la bonne forme, si possible la forme naturelle qui apporte tous les isomères, et surtout seulement si nécessaire. Une notion dans ces années-là qu'il faut retenir, c'est la notion de population à risque qui apparaît chez les fumeurs. Il est clair, voilà l'étude des 3N, l'étude de la MGEN qui a été menée pendant 7 ans en France, et vous voyez en jaune les bénéfices de la prise de bêta-carotène chez des femmes non fumeuses, diminution du risque important. En revanche, augmentation du risque chez les fumeuses. Donc, si vous êtes fumeuse et que vous prenez des compléments en été pour bronzer, ne prenez pas de bêta-carotène. Question numéro 2, y a-t-il un intérêt à prendre des compléments antioxydants quand le cancer est là? Là, la donne change complètement. D'abord parce qu'on sait que la plupart des patients, pendant les chimiothérapies et pendant les rémissions, font usage de compléments alimentaires. Là encore, une polémique qui, à mon sens, est tout à fait injuste avec des titres du style « Ne pas jouer aux apprentis sorciers ». On va essayer d'y voir un peu plus clair dans ce domaine. Les recommandations officielles. Les recommandations officielles, elles sont, je dirais, attendues. On ouvre le parapluie, c'est le principe de précaution. Principe de précaution qui mériterait un débat beaucoup plus long que celui-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit pas d'effet sur la mortalité, pas de réduction de la toxicité, pas de bénéfice. Surtout, ce que j'ai encadré en rouge est beaucoup plus inquiétant, réduction de l'efficacité des traitements. Et si on regarde de plus près d'où sortent ces recommandations, on s'aperçoit qu'elles s'adressent aux compléments alimentaires utilisant des vitamines et des éléments traces. Donc, première génération de compléments alimentaires. Que les études qui ont servi de base, dans ces études, il n'y a pas de statut en antioxydants des patients pendant les traitements. On ne définit pas la biodisponibilité des antioxydants. Ce sont des études avec des doses pharmacologiques plutôt que nutritionnelles. Et à aucun moment, on ne nous parle de sulforaphane, de resveratrol, de polyphénol, etc. Donc, respectons ces recommandations, mais regardons d'un peu plus près ce qu'on peut au quotidien déduire de l'utilisation des compléments alimentaires. Je dirais que tout n'est pas tout noir ou tout blanc et qu'il y a un espoir. D'abord, l'interaction avec les traitements. Y a-t-il, oui ou non, un risque? Ce serait malhonnête de dire qu'il n'y a pas de risque. Le risque zéro n'existe pas et l'apport mal contrôlé en antioxydants peut être complètement contre-productif. Le meilleur exemple, c'est celui du glutathion. Dans une cellule saine, le glutathion est un formidable protecteur contre la mutagénèse et les dommages oxydatifs des ADN. Et c'est un immunostimulant, c'est un détoxifiant. Il a tout juste. Dans la cellule cancéreuse, on s'aperçoit que la cellule cancéreuse contient une grande quantité de glutathion via un métabolite dont on pourra parler peut-être, qui passe par le NRF2 et le NADPH2, et que cette accumulation de glutathion la rend résistante, peut la rendre résistante à la chimiothérapie, à la radiothérapie, parce qu'il y a une association avec une protéine conjuguée au glutathion. Donc, de grâce, pas d'automédication avec du glutathion sans savoir où on met les pieds. Argument pour. L'argument pour, oui, il y a des bénéfices pour une complémentation antioxydante. Et pour exemple, mais il y en a d'autres, cette méta-analyse, merci Jacques, tu me l'as passé, méta-analyse de 19 essais randomisés, donc
au-dessus de tout soupçon sur le plan scientifique, randomisé, double aveugle, etc. Et là, intéressant parce que non seulement on trouve les vitamines dont on a parlé au début, mais aussi les pygalocatéchines galates, qui sont les catéchines du thé, on trouve la mélatonine. Et là, surprise, regardons les conclusions. La survie globale ou la réponse au traitement est semblable, voire meilleure, avec les antioxydants qu'avec le placebo. Il n'y a pas de diminution de l'efficacité des traitements. Et surtout, ce qui, moi, m'a beaucoup encouragé et donné de l'espoir, amélioration de la qualité de vie. Moins de neurotoxicité, moins de toxicité médulaire, moins de problèmes intestinaux. Alors, est-ce suffisant pour en tirer des conclusions définitives? Non, je suis scientifique, je vous dirais, on n'a jamais assez de grains à moudre pour donner des conclusions définitives. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il ressort de là que chaque patient est unique, que chaque supplémentation doit être adaptée. On ne peut pas partir à l'aveugle et que là, le rôle fondamental de l'oncologue est essentiel. Lui seul connaît vos traitements, connaît votre histoire, connaît la réponse en particulier à ces traitements. Et à ce niveau-là, ce sont les composés alimentaires, les suppléments de deuxième génération, les compléments alimentaires de deuxième génération qui me semblent les plus intéressants. Voilà un papier qui est sorti en août 2020, donc il est tout chaud, là, il vient de sortir, qui met en avant les polyphénols dans le cancer du sein, avec les mécanismes intéressants pour ces polyphénols dans tous les stades, vous le voyez sur cette diapositive. Ces composés bioactifs me semblent l'avenir. Et j'ai trouvé 2 publications qui, en tant que biochimiste, m'ont passionnée, qui expliquent pourquoi ces composés bioactifs seraient tellement intéressants à la fois en prévention et, au contraire, en accompagnement du cancer. En prévention classique, antioxydants, avec les effets qu'on connaît sur la réparation des ADN, la baisse de l'inflammation, etc. Et puis en pro-oxydant, il semble que dans la cellule cancéreuse, pour des raisons métaboliques qu'on pourrait évoquer si j'ai des questions là-dessus, mais en particulier parce qu'il y a une augmentation du cuivre, il y ait un effet qui se mette en place de synergie avec les traitements, avec la chimiothérapie et la radiothérapie, et que cet ensemble entre ces phytonutriments et les traitements appliqués entraîne la mort cellulaire la mort de la cellule cancéreuse. Autre argument, les effets secondaires et la qualité de vie améliorée. Ne serait-ce que pour ça, la nutrition et les déficits sont fréquents dans le cancer et supplémenter, c'est diminuer la morbidité. Ça me semble le bon sens. Supplémenter, c'est atténuer les effets secondaires. Supplémenter, c'est améliorer la qualité de vie. Et je terminerai avec 2 exemples qui me tiennent à cœur, l'acide lipoïque et le resveratrol. L'acide lipoïque, on le connaît moins, on le connaît beaucoup moins que tous les autres, on en parle beaucoup moins et pourtant, c'est un antioxydant majeur, c'est un dépolluant, un détoxifiant, il a tout pour plaire. C'est un anticancer métabolique et vous savez bien qu'il stimule la mitochondrie et que ça fait partie de l'approche métabolique des traitements anticancéreux. Et il a montré une formidable efficacité à des doses qui sont des doses pharmacologiques. On n'est plus dans le système vitamines, oligo-éléments et sous sa forme R, qui est la forme naturellement produite par l'organisme. Voilà ces mécanismes. On reconnaît tous les points importants, depuis l'activation du signaling antioxydant, en passant par l'apoptose, surtout l'amélioration des neuropathies, la chélation des métaux lourds, ce qui n'est pas négligeable non plus, et l'effet anti-inflammatoire. Le resveratrol, qui est mon autre préféré, il a été largement médiatisé d'abord par le French Paradox, mais surtout comme activateur potentiel du gène de la longévité. Et lui aussi, tous les papiers sur le resveratrol, transresveratrol, à partir de 150 mg jour, montrent une modulation du signaling cellulaire anti-cancer avec les différentes étapes qui apparaissent sur cette diapositive. Et là encore, je vous ai mis en rouge en dessous les références que vous pouvez avoir en accès libre sur l'Internet et qui donnent tous les détails de ces bienfaits.
Donc, en résumé, j'espère avoir été dans mes 20 minutes. En résumé, premièrement, en prévention, que dire? C'est le plus simple. Ne se supplémenter que quand on en a besoin. Ça me semble le droit de l'ouvrage. Exclure les doses pharmacologiques, utiliser des formes biodisponibles. Et là, j'insiste sur la qualité des compléments. Apprenez à lire les étiquettes, ne prenez pas n'importe quoi. Formes biodisponibles, naturelles, qui ont fait leurs preuves. Limiter la durée de la supplémentation. Le fumeur, nous avons d'autres moyens que les antioxydants pour l'aider. Ne pas supplémenter le fumeur avec des vitamines et des oligoéléments antioxydants. Préférons les polyphénols. En accompagnement des traitements, certes, le risque d'interaction ne peut pas être totalement exclu, mais supplémenter, c'est diminuer la morbidité, c'est atténuer les effets secondaires des traitements, c'est améliorer la qualité de vie. Et j'aimerais, s'il y avait un message à faire passer, j'aimerais dire, oubliez les automédications, oubliez l'Internet, ne décidez pas tout seul, décidez avec votre oncologue, il saura éviter les interactions, il saura vous conseiller les bons compléments, il connaît votre dossier, les bonnes doses et la bonne traçabilité. Voilà, j'ai fini. Merci. On l'applaudit. Hein. Alors là, Attends. exceptionnel. Ah, on s'est régalé, c'était franchement un sujet super difficile. J'avais peur pour toi, hein, sincèrement. J'étais très content de te donner ce dossier. Anne-Marie, j'ai rien compris à ce que tu as dit. Alors, je vais te faire un aveu. C'est un cadeau empoisonné, hein, parce que là, je dois avoir 50 cm de hauteur de papier que j'ai dépouillé depuis que Jean-Louis m'a donné le bébé à traiter. C'était un cadeau oxydé. Et tu l'as totalement antioxydé, bravo. Voilà. Bon, alors, vous allez bien sinon, tous les trois. Ah ouais, vraiment, c'était très clair. Et du coup, j'ai pas de remarques à faire, si ce n'est, enfin, des questions. Et c'est intéressant parce qu'il y avait Laurence, j'avais pas répondu à une question qu'elle avait posée précédemment dans une autre session. Elle dit, faut-il booster nos mitochondries par quel complément? Donc tu as répondu, l'acide lipoïque et... C'est l'acide lipoïque, parce que pour booster les mitochondries, il y a l'acide lipoïque, il y a le Q10 aussi, mais on sort un petit peu de l'effet antioxydant. Là, avec le Q10, qui est pourtant un antioxydant, on booste la chaîne respiratoire. Mais dans le cancer, ce qu'on veut, c'est booster la mitochondrie pour métaboliser l'acide pyruvique. C'est ça. Donc, pour mieux l'acide lipoïque. La forme R. Très bien. Et la forme, voilà. Et c'est intéressant, voilà, tu parlais de... Attention. Voilà, la forme R. Pardon. Oui, la forme R est à des doses suffisantes. Voilà. Donc pour le public, la forme R, j'explique, c'est que effectivement, quand on parle de fonctionnalité, c'est important. Tu as très bien dit, il ne faut pas donner des doses pharmacologiques. Et du coup, on va plus dans une dose nutritionnelle et même, on pourrait dire, fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est bien beau de donner une quantité, mais si vous avez la moitié qui ne marche pas parce qu'elle n'est pas fonctionnelle, bah, c'est une moitié qui ne sert à rien. Oui. C'est une clé qui tourne dans le mauvais sens. Oui. Alors faites très attention parce que la plupart des compléments alimentaires, enfin la grande majorité, c'est un mélange à 50-50 de S et de R. Et là, on perd la moitié de l'efficacité. Donc, il faut aller vers les formes R. Voilà, pour la petite histoire, un forme R qui détourne la molécule, détourne à droite, si je ne dis pas de bêtises, hein, voilà, la lumière. Et les formes lévogyres, c'est qui détournent la lumière à gauche. On est d'accord? Voilà. On a pris ça. On ramène au lycée, mais il y a longtemps. Ouais, en deuxième année de médecine ou en première année, je ne sais plus. Mais après... Oh, peut-être, oui. Pour la petite histoire, enfin, il y a un médicament, par exemple, je prends l'exemple de l'ofloxacine. Vous donnez de l'ofloxacine, c'est 400 mg matin et soir dans une infection urinaire. Vous donnez la forme lévogyre, seulement la forme active, eh bien on donne 2 fois moins. Une seule prise, c'est le Tavanic, qui va être donné une seule prise. Et du coup, on va monter à 500 mg, ce qui correspond à 1000. Donc on a moins de toxicité, plus d'efficacité. C'est un avenir aussi. Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, pourquoi, c'est Doris qui demande, pourquoi les analyses de sang pendant le traitement ne recherchent pas les antioxydants? Pourquoi, dans les analyses de sang, on ne recherche pas les antioxydants? Pendant les traitements. Avant le traitement. Pendant. Alors, c'est pas rechercher les antioxydants. Enfin, d'abord, on peut, mais c'est surtout savoir si
si on a besoin d'antioxydants ou pas, si on est dans un groupe à risque ou pas. Et là, en fait, les analyses biologiques ne renseignent pas forcément mieux que l'histoire du patient et son histoire biologique antérieure. Parce que on sait très bien les sources de déficit en antioxydants. Il y a l'âge, d'abord. Il y a l'âge, il y a le poids, il y a les habitudes de vie, il y a le stress. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on a besoin d'antioxydants. Alors, bien sûr que l'analyse, on peut aller vers une analyse, mais moi, je pense que les grands déficits en antioxydants sont rarissimes tout de même. On a passé le stade des grands déficits. En revanche, les subdéficits, ceux qu'on a du mal à détecter uniquement par une analyse de plasma ou de sérum, ceux-là, c'est plus le médecin et son approche qui est capable de dire cette personne, elle a besoin d'antioxydants. Et donc, en prévention, si vous êtes vieux, si vous avez un surpoids, si vous avez une pathologie oxydative de type diabète ou autre, vous savez que vous avez besoin d'antioxydants. Mais même en faisant une analyse, moi je sais bien qu'il y a beaucoup de bilans antioxydants qui sont proposés, à un instant T0, définir si oui ou non, dans quelle case on est, c'est assez difficile. Et dans les traitements, il me semble en tout cas que dans les traitements du cancer, il y a suffisamment de choses à voir plus urgentes que les taux d'antioxydants. La remarque que je faisais, c'était parce que les conclusions officielles n'avaient pas tenu compte, et ça, sur le plan scientifique, c'est pas bien. Mais dans la vie quotidienne, je ne sais pas, Jacques, ce que tu en penses, mais doser le zinc ou le sélénium d'un patient, si tu sais qu'il est dans une zone de déficit, oui, mais sinon, ça ne me semble pas l'urgence en accompagnement du cancer. D'accord avec toi. Non, mais je suis comme toi. Je pense que la place est très minime des bilans antioxydants dans ces moments-là. Oui. Ah, j'aimerais avoir une précision, c'est que toutes les chimiothérapies ne vont pas augmenter le stress oxydant forcément. Il y en a qui sont très pro-oxydantes, comme ce qu'on appelle les anthracyclines. C'est le produit rouge dans les cancers du sein qui fait tomber les cheveux. Les sels de platine. Par contre, les taxanes, taxol, taxotère, c'est des inhibiteurs de la mitose, donc c'est le moment où les chromosomes se séparent. C'est pas pro-oxydant. Voilà, et c'est là que les compléments alimentaires de deuxième génération, qu'on continue à appeler antioxydants, mais qui sont bien plus que des antioxydants, sont intéressants parce qu'il y a une autre approche. Il y a une approche sur les neuropathies, sur la santé vasculaire, sur beaucoup de choses. Et là, c'est beaucoup mieux. Moi, j'aimerais se débarrasser de cette étiquette d'antiox, enzyme glouton, là, qui mange tout ce qui passe, quoi. Ça ne va pas du tout. Très bien. Tu disais que les fumeurs donc, évitaient les antioxydants et tu vas dans plutôt aliments plus fonctionnels de deuxième génération. Donc, Mais est-ce que les anciens fumeurs, est-ce que tu les ranges dans la même catégorie ? Alors, c'est la question de Didier. Ça dépend depuis combien de temps ils ont arrêté de fumer, ça c'est sûr. Parce que il y a toujours un pardon et ceux qui ont arrêté de fumer depuis longtemps sont rentrés dans une catégorie de population quelquefois à risque parce qu'ils se sont un peu esquintés dans les années précédentes, mais pas de façon aussi flagrante que les fumeurs. Je continue à penser que pour les fumeurs, le mieux, c'est les polyphénols. Il vaut mieux oublier les carotènes parce qu'il y a le même effet, il y a la même protection et on n'a pas le risque au niveau du cancer du poumon. Et comme tu le sais, c'est une vacherie qui peut être en dormance et repartir aussi sec. Donc voilà, il vaut mieux pas titiller la queue du dragon. Très bien. Et puis, une question de Delphine. Elle demande là pour le sélénium, est-ce que du coup, manger tous les jours 2 noix du Brésil qui sont riches en sélénium, est-ce que c'est assimilé à une complémentation ? Et donc, non, du coup... bien sûr que non, mais ceci étant, non, tout ce qui est alimentaire, parce que là, les effets dont je vous ai parlé, c'est quand même 200 microgrammes accompagnés par de la vitamine E à haute dose pendant plusieurs mois. Mais il faut se méfier de la noix du Brésil quand même. Il ne faut pas la manger comme des noix de Grenoble, en manger 15 par jour. Ce n'est pas possible. C'est très riche en sélénium. 2 par jour. Il n'y a pas de conflit d'intérêt là, parce que tu dis que la noix de Grenoble... Oui, mais c'est dangereux parce que le grand public voit écrit noix,
Donc, noix, des noix, on en mange beaucoup. Non, c'est pas anodin quand même. C'est quand même très riche en sélénium. Et oui, 2 par jour, 3 à la limite. 2, 3, voilà. Voilà, c'est important de repréciser. Hein. Il y a une grande différence entre un apport pharmacologique. Hein, les études sur la vitamine E de synthèse disent c'est dangereux. Oui, la vitamine E de synthèse à forte dose pendant des années, chez des gens qui n'ont pas de déficit en vitamine E, c'est dangereux. C'est dramatique. Voilà. Hein? Mais la vitamine E naturelle qui apporte tout l'ensemble des isomères à des doses nutritionnelles ou supranutritionnelles. Hein, il ne faut pas rester bloqué, parce que là encore, les apports nutritionnels conseillés, on peut en débattre, mais doses nutritionnelles 1 fois ou 2 fois, puisqu'on est entre 20 et 30, on peut monter jusqu'à 50, ce n'est pas un drame. Là, non, il n'y a pas de risque. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur un micronutriment qui est essentiel par ailleurs. Hein. Voilà. Bon, on aura d'autres questions, c'est sûr, mais je pense qu'on fera effectivement, on répondra à ces questions sur peut-être des interviews qu'on fera. Je disais avant que les questions, on en aura plein, ça c'est sûr, on n'a pas tout vu. On les rassemblera et on fera certainement des interviews complémentaires avec Anne-Marie. Elle est d'accord. Okay. Et donc on pourra éclairer. Bien. Pour la petite histoire, on est sous la neige. Formidable. On vous envie. C'est bien la première année qu'il y a de la neige à Noël et les stations sont fermées. Bon, vous allez faire des bonhommes de neige. Au revoir. Oui, merci. Merci Anne-Marie. Merci. Au revoir. Merci.